Now? Now? Hello? Comedian Andy Kaufman died Wednesday of lung cancer. Kaufman's routines were, in one word, zany. Everybody say, okay! Pour son humour décalé, Andy Kaufman était considéré dans le monde de la comédie comme un phénomène. I am very happy to be here tonight. Pour moi, il était de la trempe de Lenny Bruce ou Richard Pryor. Il s'est bâti une réputation dans les clubs new-yorkais avec des sketchs aussi bizarres que révolutionnaires. Je n'avais jamais rien vu de tel. Très audacieux, il avait le don pour mettre mal à l'aise. À la fin des années 70, la sitcom Taxi fait de lui l'une des plus grandes vedettes de la télévision en interprétant Latke Gravas, le mécanicien déjanté. Mythomane invétéré, il avait raconté à tous ses amis qu'il comptait simuler sa propre mort. Ainsi, quand sa mort est annoncée dans les médias à l'âge de 35 ans, certains refusent d'y croire. C'était un maître de l'illusion, et c'était son ultime tour de magie. Michael Hunter, le célèbre médecin légiste, va enquêter sur les circonstances de son décès pour tenter de découvrir enfin la vérité. Mourir d'un cancer des poumons avant 40 ans est extrêmement rare. Le mystère est d'autant plus grand qu'à première vue, Andy avait une vie très saine. Il était végétarien et ne fumait pas. Ce n'est pas étonnant que certains pensent que sa mort était un canular. Je dois enquêter sur tous les aspects de sa vie afin de lever le voile sur les circonstances exactes de sa mort mystérieuse. Le docteur Michael Hunter, médecin légiste de renommée internationale, a conduit des milliers d'autopsies. Il enquête sur les morts suspectes dans l'une des plus grandes villes des États-Unis, en collaboration étroite avec les forces de l'ordre. Voici le certificat de décès d'Andy Kaufman. Il indique qu'il a succombé à un carcinome primaire bronchopulmonaire, un cancer des poumons. C'est extrêmement rare qu'une personne en bonne santé meure de cette forme de cancer, surtout à un si jeune âge. Je vais m'appuyer sur toutes les informations médicales disponibles et sur les témoignages de personnes qui l'ont côtoyé pour faire enfin toute la lumière sur la fin tragique d'Andy Kaufman. Le 24 novembre 1983, à Great Neck, sur Long Island. 6 mois avant la mort d'Andy, l'humoriste rend visite à ses parents dans la maison familiale. Accompagné de Lynn, sa petite amie, il est venu fêter Thanksgiving. Comme le veut la tradition chez les Kaufman, chaque membre de la famille doit donner une petite performance pour avoir le droit de manger. Mais Andy peine à interpréter le morceau qu'il a choisi. Ses parents remarquent qu'il tousse et qu'il semble essoufflé. Il toussait tellement qu'il a failli s'étouffer. C'est pas normal. Andy promet qu'il ira consulter un médecin à son retour à Los Angeles, où il vit depuis 6 ans. Plusieurs raisons peuvent expliquer la toux d'Andy. Un simple rhume, une bronchite ou des maladies plus graves, comme la pneumonie. Mais il est probable qu'elle ait été un signe avant-coureur de son cancer des poumons. Andrew Jeffrey Kaufman est né à New York le 17 janvier 1949. Il a grandi au sein d'une famille bourgeoise à Great Neck, Long Island. Son père, Stanley, était bijoutier, sa mère, Janice, mère au foyer. Aîné d'une fratrie de 4, il aimait amuser la galerie depuis son plus jeune âge. À 5 ans, il écrit déjà des sketchs qu'il interprète. Il a toujours eu l'âme d'un artiste. Certains des sketchs qu'il jouait adulte avaient été écrits quand il avait 7 ans. Il adorait les vieilles émissions télévisées et il faisait semblant d'être animateur dans sa chambre et de parler devant une caméra imaginaire. Enfant,
Il met en scène des spectacles qu'il interprète pour ses camarades. Ses parents l'encourageaient à s'ouvrir au monde. Ils savaient qu'il était différent et ont tout fait pour qu'il ne devienne pas une sorte de Rain Man. À 23 ans, il a l'opportunité de se produire à New York lors d'une soirée amateur. Encouragé par l'enthousiasme du public, il décide de se lancer sur le circuit des clubs en tant qu'artiste de stand-up. Il est rapidement repéré et fait ses débuts à la télévision en 1975 dans l'émission légendaire Saturday Night Live où il interprète son célèbre sketch Mighty Mouse. Andy adore inventer de nouveaux personnages. L'un des plus célèbres est l'étranger et en 1978, il est engagé pour interpréter ce personnage dans Taxi. Cette sitcom qui se déroule dans une société de taxi est à l'époque l'émission de télévision la plus populaire. Andy devient une vedette du petit écran. Mais Andy n'aime pas les sitcoms. Il souhaite plutôt repousser les limites de l'humour, quitte à se mettre le public à dos. Par exemple, il chante régulièrement une chanson traditionnelle. 99 bottles of beer on the wall. 99 bottles of beer. Take one down, pass it around. 98 bottles of beer on the wall. 98 bottles of beer on the wall. Tout le monde attendait qu'il se passe quelque chose. Le public espérait une chute. Il est arrivé à 96 bouteilles, 95, 94. À 90, les gens ont commencé à le huer et le siffler, puis à sortir. Tout à coup, les gens qui étaient restés sont entrés dans son jeu et se sont mis à chanter avec lui. Il arrive à 3, puis et enfin, une bouteille de bière. Les gens sont devenus fous. Ils hurlaient et sautaient partout. En les voyant, je me suis demandé, mais comment il fait ça? Comment il a réussi? Il voulait que le public ait des réactions authentiques. Il adorait quand les spectateurs se taisaient et s'ennuyaient, mais aussi quand ils l'insultaient en criant. Je ne pense pas que tout le monde aurait pu faire ça. Chaque fois qu'il faisait ça, il mettait toute sa carrière en jeu. Se produire devant un public mécontent peut être très pénible nerveusement. Mais le Dr Hunter a découvert dans son passé un élément qui peut expliquer comment l'humoriste pouvait endurer de telles situations. Andy présentait tous les signes d'un trouble obsessionnel compulsif. C'est un problème mental très répandu. Le patient est sujet à des pensées obsessionnelles et des comportements compulsifs. Ce n'est pas la cause de son cancer, mais ça peut m'aider à comprendre son mode de vie et les éventuelles conséquences sur sa santé. Il se lavait les mains 1 million de fois. Il avait des petits rituels. Il faisait toujours les choses dans le même ordre. Et s'il se trompait, il recommençait depuis le début. C'était une manière de contrôler sa peur. Je lui lavais son linge. La laverie était au sous-sol. J'avais laissé 1 ou 2 chaussettes dans le sèche-linge et ça l'avait rendu furieux. Il m'a traîné en bas et m'a dit « Regarde comment on fait. On compte tous les vêtements qui entrent dans la machine à laver, on recompte ceux qui en sortent et on recompte ceux qui rentrent dans le sèche-linge. C'est comme ça. » Pendant longtemps, il était obligé de manger 7 amandes. Pas 6, pas 8, pas 6,5, mais 7 amandes par jour. S'il n'avait pas ces amandes, c'était le drame. Les TOC se caractérisent par des pensées inquiétantes dont il est impossible de se défaire. Les gestes répétés de manière compulsive permettent de calmer l'anxiété. Par exemple, vous êtes convaincu que quelque chose de grave va arriver à quelqu'un que vous aimez. Et le geste qui vous permet d'oublier n'a rien à voir avec ça. Vous devez vous laver les mains tant de fois par jour. Les nombres deviennent importants, la répétition aussi.
Aux États-Unis, 1% des enfants ont des TOC. Ils apparaissent plus précocement chez les garçons que chez les filles. Ils peuvent survenir après un événement traumatisant, quelque chose qui se serait produit durant l'enfance. Andy est très proche de sa famille, surtout de son grand-père maternel adoré, surnommé Papousy. Mais lorsque Papousy décède des suites d'une grave maladie, la mère d'Andy choisit de lui mentir et lui explique que son grand-père est simplement parti. Selon des témoins, Andy a longtemps attendu son retour. Il m'a expliqué qu'il regardait par la fenêtre en permanence et que ses parents s'inquiétaient pour lui. Les enfants réfléchissent de manière très concrète. Donc, il a dû penser que son grand-père avait choisi de partir et de l'abandonner. Il s'est probablement senti rejeté. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'on ne pouvait pas tout contrôler. Ce besoin de tout contrôler est probablement une des causes sous-jacentes des TOC dont il a souffert pendant longtemps. Je pense qu'il a lutté contre ces troubles du comportement jusqu'à la fin de sa vie. La disparition de son grand-père a probablement provoqué les TOC d'Andy. Certains affirment même qu'elle a déclenché son envie obsessionnelle de simuler sa propre mort. Depuis des années, des rumeurs circulent sur la mort d'Andy Kaufman. Ce serait en fait une supercherie. En effet, la probabilité de mourir d'un cancer du poumon à son âge était très faible, surtout pour un non-fumeur. Mais des preuves supposées ont donné un certain crédit à cette histoire. Des preuves comme cet enregistrement d'une conversation entre Andy et son partenaire d'écriture, Bob Zmuda. Mais la preuve la plus convaincante, selon certains, sont les déclarations d'Andy lui-même. Il aurait dit à de nombreux amis qu'il avait l'intention de simuler sa mort. Andy en parlait constamment. Je l'ai présenté à un ami. Un soir, on a dîné ensemble et Andy a passé la soirée à parler du fait qu'Elvis avait simulé sa mort et qu'il était encore en vie. Il a fini par convaincre mon ami que c'était vrai. À la fin du repas, Andy a dit « Non, en fait, Elvis est vraiment mort, mais c'est la preuve que c'est possible, non ?» Je crois qu'il aurait vraiment aimé ça. Il aurait pu voir les réactions des gens. C'était bien ça qui l'intéressait. La réaction du public, comment il percevait ses gestes. Il aimait observer leurs réactions physiques et émotionnelles. Michael, le propre frère d'Andy, pense également qu'il a simulé sa mort. En 2013, il a rendu publique une lettre que lui a remis un parfait inconnu 14 ans plus tôt. La lettre serait de la main d'Andy. There was too much pressure to be Andy Kaufman. I just wanted to be Andy. I think that's why I got sick. I had to change completely and quickly. Michael Kaufman reviendra par la suite sur ses déclarations, affirmant qu'il avait été victime d'un canular et qu'il ne pensait pas que son frère était vivant. Le témoignage d'une des plus proches amies d'Andy devrait permettre d'enterrer ces rumeurs une bonne fois pour toutes. J'étais là, je n'en ai jamais parlé. Je ne savais pas et je ne sais toujours pas si Andy aurait aimé que j'en parle. Ça fait 35 ans et ça commence à me dégoûter, tous ces gens qui affirment qu'il est encore vivant. Je savais qu'Andy aurait aimé que ça se passe comme ça s'est passé, donc je ne voulais pas gâcher son plaisir. Jusqu'à maintenant. Andy, ne sois pas fâché. Il était tout le temps fâché de toute façon. Décembre 1983, Los Angeles, 6 mois avant sa mort. Andy est en consultation chez son médecin. Accompagné de sa petite amie Lynn, il est venu pour recevoir les résultats des examens qu'il a passés pour soigner sa toux. Je me souviens qu'on est allé dîner un soir et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais plus que 6 mois à vivre ?» Je vous jure que je lui ai demandé ça. C'était une question qu'on se posait souvent entre amis. Il a dit « Je finirai mon bouquin. Et toi ?» Moi, je ne me souviens plus de ce que j'ai répondu, mais il n'avait effectivement plus que 6 mois à vivre. Andy apprend qu'il est atteint d'un cancer inopérable. Andy n'a pas compris quand on lui a dit qu'on ne pouvait pas l'opérer. Il était naïf et il ne savait pas qu'on pouvait mourir d'un cancer. Il était naïf.
adorable, comme un gamin. Andy est atteint d'un cancer des poumons à grandes cellules. Une forme rare de cancer qui touche généralement les fumeurs de plus de 50 ans. Elle est aussi très agressive et métastase rapidement. Comme le nom l'indique, les cellules cancéreuses sont grandes et de forme ronde et se développent à la périphérie des poumons. Selon le rapport médical, la tumeur se situait dans le poumon gauche, tout près du cœur. Elle bloquait le conduit de la bronche, ce qui provoquait des pneumonies et donc la toux. Andy affirmait qu'il ne fumait pas et vivait sainement. Mais j'ai trouvé la preuve que ça n'avait pas toujours été le cas. Quand on était adolescent, dès qu'on avait de l'argent, on s'achetait des cigarettes. On essayait des drogues, de l'herbe ou du speed. Ensemble, on se faisait des tripes à l'acide et on buvait. Je ne pense pas qu'Andy ait consommé de la drogue pendant longtemps. Et de toute façon, il n'y a aucun lien établi entre la prise de diéthylamide de l'acide lysergique, c'est-à-dire le LSD, et le cancer. Il n'existe pas non plus de lien entre la prise d'amphétamine ou de speed et le cancer. À 20 ans, Andy cesse de consommer des substances illicites et adopte un régime végétarien. Il pratique également la méditation transcendantale et devient même professeur. Il cherchait une forme d'éveil spirituel. Il voulait être déchargé de ses problèmes, être libre. Il voulait que le monde soit en paix. Il aimait l'idée que si tout le monde méditait, le monde se porterait mieux. Si Andy semble avoir adopté une vie saine, un de ses personnages, Tony Clifton, incarne tous les vices auxquels il prétend avoir renoncé. How you doing? Listen, when I ask you a question, you answer. How you doing? Tony Clifton était un chanteur de nightclub qui fumait et qui buvait. Une sorte de comique truculent. Le genre d'artiste qui se produit dans des petits bars mais qui parle comme s'il était une vedette. Il disait qu'il était ami avec Frank, sous-entendu Frank Sinatra. Et il était vraiment désagréable avec le public, il le mettait mal à l'aise. Il adorait jouer ce personnage. Il demandait à tout le monde d'éteindre sa cigarette. Ensuite, il passait Light My Fire des Doors. Et il s'allumait une Benson & Hedges extra longue. Tony Clifton fumait des cigarettes, mais quand il était sur scène, on voyait bien qu'il n'inhalait pas. Bien qu'Andy n'ait fumé que quelques années, les hommes qui fument quotidiennement ont 2 à 3 fois plus de chances de développer un cancer des poumons que les non-fumeurs. On peut ajouter à cela l'utilisation des cigarettes sur scène comme accessoire, qu'il a inhalé ou pas d'ailleurs. Et enfin, il y a le tabagisme passif avec la fumée qu'il a inhalée malgré lui dans ses petits clubs confinés. Donc, je ne peux pas éliminer le tabac comme cause de son cancer. Mais en général, le cancer est diagnostiqué vers 70 ans. Andy n'en avait que 35. Donc, je dois découvrir pourquoi la maladie est apparue si tôt. Janvier 1984, studio KTLA à Los Angeles. Andy se prépare pour un sketch dans une émission de variété The Top. Ce sera la dernière performance de sa vie. Depuis le diagnostic, Andy refuse tout traitement conventionnel, convaincu que la voie de la guérison passera par la méditation, l'écriture de pensées positives et un régime strict. Il ne voulait pas entendre parler d'hôpital, de radiation ou de chimiothérapie. Il ne jurait que par les médecines alternatives. Il a essayé de suivre un régime macrobiotique. On a engagé un chef cuisinier qui préparait des plats spéciaux pour guérir le cancer d'Andy.
Certaines personnes sont convaincues qu'en combinant un état d'esprit positif et un régime macrobiotique, comme des céréales et des graines, on peut guérir la maladie. Tout le monde ne fait pas ça. Quand on est malade, on va à l'hôpital. On ne se contente pas de changer son régime et d'avoir des pensées positives. Ça ne marche pas comme ça. Au fond, ce n'est pas étonnant qu'il ait choisi les thérapies alternatives. Sa vision de la santé et du bien-être est cohérente avec sa vision du monde en général. Il veut faire les choses différemment du reste du monde. Même si un style de vie holistique peut avoir des effets bénéfiques, il n'existe aucune preuve scientifique qui suggère que cela puisse soigner le cancer. Le cancer d'Andy progressait rapidement. Pour prolonger sa vie, il était essentiel d'intervenir sans tarder avec les moyens de la médecine conventionnelle. Il semble qu'Andy n'a pas toujours suivi un régime aussi équilibré. Il est même persuadé qu'il connaît la cause de son cancer. En lisant des interviews d'Andy, j'ai été surpris d'apprendre qu'il pensait savoir ce qui avait provoqué son cancer. Selon lui, c'était à cause de son addiction au sucre. Could I please have some ice cream? Just a dish of chocolate ice cream, 1 scoop. Andy était un grand enfant. Il mangeait beaucoup de sucre, beaucoup de glace, beaucoup de chocolat. Choco Marsh. You know, Uncle Andy's Choco Marsh. You know, Choco Marsh is Choco Marvelous. C'était un homme qui voulait tout contrôler. Il faisait tout pour être en bonne santé. Et il savait comme tout le monde qu'il ne faut pas manger de la glace au chocolat en permanence. Donc il s'est dit que ce qui allait le tuer, c'était forcément ce péché mignon. Aucune preuve ne suggère que le sucre provoque ou accélère la prolifération d'un cancer. En revanche, un excès de sucre peut entraîner le diabète de type 2, qui est un facteur de risque du cancer. Mais aucun rapport médical ne mentionne le diabète. Donc, j'élimine la consommation de sucre des causes possibles de sa mort. En revanche, j'ai découvert qu'Andy avait une passion pour le catch. Je vois qu'Andy s'est mis à pratiquer cette discipline quelques années avant sa mort. Et certaines études ont établi un lien entre des traumatismes physiques et l'apparition du cancer. Il faut que je découvre s'il a subi des blessures au combat et établir un éventuel lien avec sa mort. C'était un passionné de catch professionnel. Andy pensait que les catcheurs étaient les plus grands artistes du monde. Petit, il voulait devenir catcheur professionnel. On faisait souvent ça, on organisait des combats de catch l'un contre l'autre. Mais Andy, qui ne fait rien comme tout le monde, choisit de se battre contre des femmes. Avec son poids, sa taille et son gabarit, il n'avait aucune chance de devenir un jour catcheur professionnel. Donc, il a décidé de devenir champion du monde de catch dans la catégorie mixte. Au printemps 1982, il décide de quitter le circuit mixte. Désormais, il n'affrontera plus de femmes. Il veut se mesurer au champion du monde, catégorie poids lourd, Jerry Lawler, surnommé le Roi. Il s'est battu contre un catcheur professionnel et il a fait exactement tout ce que fait un catcheur professionnel. Et croyez-moi, ce que font ces types est très risqué. Durant le combat, Lawler effectue un pile driver, l'une des prises les plus dangereuses au catch interdite depuis. L'attaquant retourne son adversaire et le plante la tête la première dans le sol. Andy affirme s'être blessé au cou et avoir été paralysé. La prise de Jerry Lawler est totalement simulée. Tout a l'air réel parce que c'est répété. Pourtant, les gens croient que c'est vrai. Bien fait. Andy l'avait bien cherché. Il a porté une minerve pendant des mois, même sur le tournage de Taxi. Tout le monde a cru qu'il était gravement blessé. Il est évident que sa blessure était un canular. De toute façon, on ne peut établir de lien entre un traumatisme et le cancer que si le cancer apparaît sur la partie du corps qui a subi le traumatisme. J'aurais pu établir un lien avec le cancer si Andy avait été frappé au poumon. Donc, j'élimine la pratique du catch comme cause possible de son cancer.
Février 1984, appartement d'Andy à Los Angeles, 4 mois avant sa mort. Depuis que le docteur a diagnostiqué son cancer, Andy suit un régime alternatif à base de macrobiotiques et pratique la méditation. Pourtant, la maladie progresse rapidement. La famille d'Andy vient lui rendre visite. Andy ne savait pas s'il allait bientôt mourir. Lynn et moi en parlions souvent. Nous avons décidé d'appeler ses parents parce qu'ils pouvaient partir très vite. Le cancer se développe et la tumeur pulmonaire principale commence à former des métastases. Le cancer atteint les systèmes sanguins et lymphatiques, ainsi que d'autres parties du corps. 40% des patients atteints de cancer du poumon développent également un cancer des os. Andy avait une tumeur dans l'humérus gauche, l'os supérieur du bras, entre l'épaule et le coude. Le gonflement exerce une pression sur les nerfs et provoque des douleurs. Il entraîne également une fragilité de l'os qui risque de se fracturer. À cause de la douleur qui le fait souffrir depuis plusieurs semaines, Andy a accepté de suivre le traitement par radiation qu'il refusait jusque-là. Dans les premiers stades du cancer, on utilise les radiations pour détruire ou réduire les cellules cancéreuses. Dans le cas d'Andy, elles interviennent trop tard et ne servent qu'à le soulager. Quoi qu'il en soit, je dois comprendre comment il a pu développer ce cancer à seulement 35 ans. Certains estiment que le cancer est apparu à cause du stress provoqué par les aléas de sa carrière et la certitude que les fans ne l'aimaient plus. Son public était tout pour lui. Il pouvait passer un coup de téléphone à un fan qui lui avait écrit. Vous imaginez? Vous écrivez une lettre à Andy Kaufman et il vous rappelle? Il voulait surprendre les gens et les rendre heureux. Il adorait ça. Mais sa popularité semble décliner. La série Taxi est retirée de l'antenne et, suite à de mauvais retours du public, il est évincé de l'émission Saturday Night Live. Il est mis sur la touche. Les gens n'apprécient plus son humour. Ils ont détesté le catch féminin. Je pense vraiment que ça lui a porté préjudice. Comme le public, les producteurs de télévision et la presse commencent à se lasser d'Andy. Il était d'humeur massacrante. Il a essayé d'avoir sa propre émission, mais sans succès. Il n'avait plus confiance en lui. Et je ne connaissais pas cette facette de sa personnalité. Je pense que le stress l'a tué. Andy était un garçon très heureux et sa carrière s'est effondrée dans les 2 dernières années de sa vie. Il avait connu une ascension fulgurante et tout à coup, toutes les portes se refermaient. S'il n'est pas prouvé que le stress provoque le cancer, certaines études ont établi un lien entre la fatigue psychologique et la progression du cancer. Sous l'effet du stress, les glandes surrénales produisent une hormone appelée la noradrénaline, qui circule dans tout le corps. Cette hormone relie entre elles les cellules cancéreuses, ce qui facilite la croissance de la tumeur et la progression du cancer. D'autres études ont montré qu'il y avait un lien entre le stress et l'expression du gène ATF3 qui affecte le système immunitaire et accélère la progression du cancer. Mais par sa nature, le cancer d'Andy était très agressif. Donc même s'il traversait une période de stress au moment du diagnostic, son état psychologique n'a pas eu d'impact sur la progression de la maladie. Andy et Lynn ont décidé de consulter des guérisseurs célèbres. Ils venaient chez lui avec des cristaux et lui demandaient de dire « Je n'ai plus le cancer ». Il répétait sagement avec son cristal. Ça me rendait folle de voir ça. Je suis quand même restée en contact avec ces cancérologues. Je me disais que si la tumeur devenait trop douloureuse, ils pouvaient faire des radiations. Mais ils ne voulaient pas en entendre parler. 22 mars 1984, Baguio, aux Philippines, 2 mois avant la mort d'Andy. L'humoriste est venu pour se faire soigner par un chirurgien psychique. Ce dernier affirme pouvoir extraire la tumeur sans instruments chirurgicaux en exerçant une pression avec ses mains sur le corps d'Andy.
Il avait l'air plein d'espoir. Il savait qu'il devait y croire pour que ça marche. Andy reste aux Philippines pendant 6 semaines et rend visite au médium 2 fois par jour. Il est revenu et m'a dit que selon le médium, il était débarrassé de la tumeur et qu'il était guéri. J'étais contente de le voir heureux. Personne ne voulait lui dire « Tu sais que c'est sûrement une arnaque ». Au fond, je pense qu'il n'a jamais cru qu'il allait mourir parce qu'il se raccrochait toujours à quelque chose. Je me disais que ce n'était pas si grave que ça, parce que sa situation était sans espoir. Il était désespéré et il aurait cru n'importe qui pourvu qu'il lui offre une solution. Plus on croit qu'un traitement va fonctionner, plus on a de chances de ressentir une amélioration. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Il a été démontré que la chirurgie psychique était une escroquerie. Par leur dextérité, certains praticiens parviennent à tromper des patients et les convaincre qu'ils ont extrait la tumeur ou la maladie par le simple fait de toucher leur corps à main nue. En réalité, ils utilisent des accessoires comme du faux sang ou des parties d'animaux pour tromper leurs patients. 7 mai 1984, clinique Cedars-Sinai à Los Angeles, 9 jours avant la mort d'Andy. Moins d'une semaine après son retour des Philippines, Andy est admis à la clinique pour reprendre le traitement par radiation dont il espérait se passer. Il se croyait guéri, il était très content, mais son état de santé s'est détérioré rapidement. Il retournait à la clinique chaque fois qu'il était trop faible. Il y a effectué plusieurs séjours. L'arrêt des radiations durant son voyage aux Philippines a provoqué une dégradation rapide de l'état de santé d'Andy. En choisissant de suivre un traitement frauduleux, il a dû accroître les douleurs et faciliter la progression du cancer. 14 mai 1984, 2 jours avant la mort d'Andy. 2 jours après une séance de radiothérapie, Andy est de retour à la clinique pour insuffisance rénale. Cette fois, il ne rentrera plus jamais chez lui. Son corps cessait de fonctionner normalement. J'ai appelé plusieurs personnes pour qu'elles puissent lui dire au revoir, mais il avait régulièrement des pertes de connaissance. Andy n'était plus vraiment sain d'esprit à ce moment-là. Donc, j'ai préféré garder en souvenir la personne que je connaissais avant. L'insuffisance rénale est assez commune lors d'un cancer en phase terminale. Soit des métastases sont présentes sur les reins, soit le traitement a empoisonné le système rénal. « 16 mai 1984, le jour de la mort d'Andy Kaufman. La famille de l'humoriste est réunie autour de son lit. On est resté à ses côtés pour lui parler. Je ne pense pas qu'il était conscient, mais on était convaincus qu'il nous entendait. Donc on lui répétait « On t'aime, on t'aime ». Et puis quelqu'un a dit « Reviens, réveille-toi ». C'était étrange. C'était comme si Andy était tout à coup dans toute la pièce. J'ai su tout de suite qu'il était parti. Mais on sentait encore sa présence. À 18h27, entouré de ses proches, Andy décède d'insuffisance rénale. C'était très triste. Et je trouve que ça a été très difficile d'accepter la réalité. J'étais en tournée avec Bob Dylan quand Andy est mort. Je me suis mise à pleurer. Bob Dylan est arrivé, il était fan d'Andy et on a parlé de lui. J'étais effondré. Andy Kaufman, the comedian who played the immigrant mechanic on the TV series Taxi, has died of lung cancer. His publicist said Kaufman never smoked and was a health food fanatic.
Le fait qu'Andy soit mort d'insuffisance rénale n'est pas surprenant. C'est une cause de décès très commune pour de nombreux malades du cancer. En revanche, la raison pour laquelle un jeune homme en bonne santé de 35 ans est tombé malade du cancer reste un mystère. Mais le docteur Hunter a découvert un élément dans le passé d'Andy qui pourrait permettre de résoudre cette énigme. Je vois que des rumeurs ont circulé sur le fait qu'il était peut-être atteint du virus du sida. C'est un virus qui attaque et détruit les cellules du système immunitaire. Le patient est donc démuni face aux infections. Ceci pourrait expliquer pourquoi le cancer d'Andy s'est propagé si rapidement. Cette rumeur a pour origine les déclarations de sa dernière petite amie Lynn, qui affirmait également qu'Andy était bisexuel, ce que contestent ses petites amies précédentes. Andy avait une libido très développée, mais personnellement, je ne pense pas qu'il ait été bisexuel. Selon ses amis, Andy n'aurait jamais eu de relation homosexuelle. En revanche, il aurait fréquemment eu recours aux services de prostituées. Andy fréquentait tout le temps des prostituées. Ce n'était pas très facile à gérer quand on était ensemble. Un jour, je suis allé au Mustang Ranch avec Andy. Je me suis rendu compte qu'il tutoyait toutes les filles de la maison. Selon Andy, les prostituées étaient des femmes éclairées. Elles étaient ses amies. Ça n'était pas complètement sordide. Par exemple, il portait une grande écharpe blanche qu'une des filles du Mustang Ranch avait tricotée pour lui. Il y avait de la complicité entre elle et lui. Même si c'est une de ses petites amies qui affirme qu'il avait le sida, je ne trouve aucune preuve qu'une de ses autres petites amies ait contracté la maladie. Depuis, le certificat de décès d'Andy n'en fait aucune mention. Je dois donc éliminer le virus du VIH comme facteur dans son décès soudain. J'étais présente lors de toutes les consultations, ou presque. Et selon moi, Andy n'avait pas le sida. Mais au cours de mon enquête, j'ai découvert qu'en 1978, Andy avait contracté un virus sexuellement transmissible, comme le sida. Il s'agit du virus de l'hépatite. L'hépatite attaque le foie, un organe qui joue un rôle primordial dans notre système immunitaire. Tandis que les globules blancs sont occupés à combattre l'hépatite, il est possible que le système immunitaire tarde à détecter la progression des cellules cancéreuses qui sont très douées pour proliférer discrètement. Est-ce que l'hépatite est responsable de l'apparition du cancer? Andy était mal luné quand il a eu une hépatite, parce qu'il ne pouvait pas sortir ou faire ce qu'il voulait. Il était malade. Il a dû recevoir toutes sortes d'injections. Et puis il a guéri et a repris sa vie normalement. Andy a donné tout un spectacle seul en scène au théâtre Huntington Hartford, alors qu'il avait une hépatite. Ce soir-là, il a même emmené le public dehors pour boire du lait et manger des biscuits. C'est incroyable. Aucun rapport médical ne précise de quel type d'hépatite il souffrait. Mais selon ses proches, il s'est remis en quelques semaines seulement. Un docteur aurait également dit qu'il s'agissait du type d'hépatite que l'on contracte en mangeant des crustacés. Cela indiquerait qu'il s'agit d'une forme d'hépatite plus bénigne, l'hépatite A. Après quelques semaines de repos, Andy était à nouveau sur pied. Donc, j'estime que cette maladie est sans rapport avec sa mort. Le docteur Hunter a découvert un élément qui pourrait être, selon lui, la clé permettant de résoudre l'énigme de la mort d'Andy. J'ai appris que le grand-père et la mère d'Andy sont tous deux morts du cancer. En général, le cancer est provoqué par des mutations génétiques aléatoires dans une ou plusieurs cellules du corps. Dans certains cas, une autre forme de mutation affecte toutes les cellules, la mutation germinale. Elle est transmise dans le patrimoine génétique et c'est peut-être le cas d'Andy. Même si une mutation héréditaire n'entraîne pas forcément un cancer, le risque de développer la maladie est plus grand que la moyenne. Elle diminue également la résistance aux toxines qui provoquent le cancer, comme les toxines présentes dans la fumée de cigarettes.
Je pense que son patrimoine génétique et le tabagisme, même passif, ont créé un terrain propice au développement du cancer chez Andy. Même si certains fans sont toujours convaincus qu'Andy est toujours en vie, ses proches n'ont aucun doute sur son destin tragique. J'imagine qu'on pourrait croire tout et n'importe quoi. Bien sûr qu'il est vivant. Il est aux Philippines, entouré de filles nues. Tout est possible quand on veut y croire. Mais moi, je sais qu'il est mort. So far, everything I've ever done for you, really I'm only fooling. This is really me. Je pense que c'était un grand enfant. C'est ce qui faisait son charme. Et c'est ce que beaucoup de gens regrettent. Je me souviens d'Andy comme d'un ami très proche, très sensible. Quelqu'un de bien qui voulait simplement apporter aux gens un peu de bonheur et leur faire prendre un peu de hauteur. Et il a très bien réussi. Il est possible que l'attitude parfois infantile d'Andy l'ait poussé à choisir des méthodes alternatives peu efficaces pour se soigner. Mais son destin tragique était scellé. Quand le cancer d'Andy a été diagnostiqué, il était condamné. En plaçant ses espoirs dans des traitements non conventionnels, il a retrouvé de l'espérance. Sa vision du monde l'a préservé de la triste réalité de cette implacable maladie. Il voulait simuler sa mort et finalement, il est bel et bien mort. C'est tragique. Il n'a pas pu vivre plus de la moitié de sa vie. Je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé. Je trouve ça tellement triste. Too sad.